Alors bonjour à tous, chers amis du Cercle Droit et Liberté. Il y a quelques années, nous avions reçu Aristide Lecate pour une courte vidéo explicative sur la pensée du juriste et du philosophe Carl Schmitt. Alors pour rappel, Aristide Lecate est docteur en droit et essayiste et il est notamment l'auteur d'un Qui suis-je sur cet auteur, Carl Schmitt, auteur qui a consacré une grande partie de ses travaux à penser le droit international et le droit de la guerre. Et au vu du conflit russo-ukrainien réanimé brutalement il y a quelques jours et surtout au vu des réactions des différents pays occidentaux, nous avons pensé que la pensée de cet auteur pourrait nous éclairer quant à la place des États-nations dans cette guerre et nous offrir aussi une clé d'analyse iconoclaste par rapport à ce que l'on peut entendre à l'envi dans les médias plus classiques. Alors Aristide, merci déjà d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour, merci à vous. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, les réactions internationales à l'agression russe envers l'Ukraine sont-elles l'illustration finalement du changement de paradigme dont parlait Carl Schmitt, c'est-à-dire le passage d'un ordre westphalien, un ordre où la guerre était soumise au droit international, à un nouvel ordre qui est un ordre moral qui criminalise la guerre et la soumet au droit pénal? Indiscutablement. Mais ce passage, entre guillemets, avait déjà été emprunté lors du dernier conflit mondial. Carl Schmitt avait déjà remarqué que la tendance nette à effacer la distinction entre civils et militaires, euh, les guerres entre États n'étaient déjà plus des guerres où la paix pouvait être ménagée, mais prenaient le chemin macabre de guerres d'anéantissement. Le climax d'ailleurs de ces nouvelles formes de guerre a été atteint lors du bombardement d'Hiroshima de sinistre mémoire par l'aviation américaine. Selon le mot même de Schmitt, la guerre totale était menée contre un ennemi total, lequel devait subir une défaite totale. Pour qu'on comprenne bien, que nos auditeurs comprennent bien que notre but, évidemment, n'est pas du tout de légitimer l'agression russe envers l'Ukraine, mais si on a voulu faire réfléchir sur Schmitt, c'était aussi, en parlant de cette criminalisation de la guerre, c'était aussi pour envisager les conséquences sur la possibilité de la paix. Il faut bien comprendre que dans ces conditions, la paix n'est plus vraiment possible. Au lieu de faire tomber les passions bellicistes, cette paix factice pourrait faire naître au contraire, dans le cœur des peuples et de leurs dirigeants, une culture du ressentiment, véritable bombe silencieuse en fragmentation, qui frappera du sceau de l'insincérité les futures relations diplomatiques et rouviront les brèches d'hostilité futures. L'on remarquera au surplus que les chances de rétablissement d'une paix authentique et durable semblent compromises par les boutefeux occidentaux qui, entre duplicité et angélisme, ne cessent de jeter de l'huile sur le feu dans une montée aux extrêmes, là où précisément il conviendrait d'amorcer, en ce sens, une sérieuse désescalade. Euh, L'ennemi dans la guerre, autrefois, c'était l'égal des autres nations et il était digne d'honneur et de considération. Désormais, c'est devenu un peu le monstre à anéantir. Est-ce que ce changement de paradigme fait que nous revenons à un concept qui est plus religieux ou plus moral, qui est plus moral que juridique, celui de la guerre juste? Avec l'avènement, à partir du XVIe siècle, des États et surtout des doctrines de la souveraineté, Jean Bodin, Hobbes, etc., l'ordre westphalien, confirmé en cela d'ailleurs par le Congrès de Vienne de 1814-1815, impliquait que les États fussent considérés sur un pied d'égalité souveraine. C'est-à-dire que dotés de prérogatives identiques, les relations des États entre eux reposaient sur un système d'équilibre de puissance et n'étaient plus fonction, comme à l'époque médiévale, de considérations éthico-religieuses ou politico-théologiques. La guerre, donc, n'était plus faite pour réparer une injustice objective, mais parce que chacun des belligérants y voyait un légitime motif du point de vue de sa politique intérieure ou extérieure pour mener cette guerre ou pour ne pas la mener. Telle était l'essence de ce que Schmitt appelait le droit public européen, le jus publicum europeum. Alors, ce n'est pas le moindre des paradoxes de constater qu'une société internationale fortement sécularisée, comme la nôtre, ait revivifié un concept, celui de guerre juste, ayant partie lié avec un rapport quasi augustinien à la transcendance divine. C'est-à-dire que l'État qui a troublé cet ordre égalitaire idéal est donc censé racheter, à l'instar du Christ qui a racheté les péchés des hommes, eh bien, cet État est censé racheter les conséquences pécamineuses d'un acte de guerre analysé comme une faute morale et juridique.
en clair, hein, s'étant mal comporté, il sera mis au banc des nations, soumis à un régime discriminatoire, lui interdisant d'être traité comme l'égal des autres États. Partant de cette asymétrie, antithèse par excellence du droit des gens, qui est fondé sur la réciprocité, je renvoie à l'article 55 de la Constitution, qui met en avant cette notion de réciprocité. Donc, partant de cette asymétrie, il est aisé de comprendre combien il sera facile, malheureusement, d'ouvrir la malle de Pandore et d'y chercher indéfiniment tous les motifs supposément injustes du conflit. On peut le dire autrement, hein, en l'absence d'une guerre en forme telle qu'on la concevait dans l'ancien droit public européen, celui que défendait Schmitt en l'occurrence, le risque est grand d'ouvrir les vannes d'une guerre sans fin. Merci pour ces précisions, mais est-ce qu'en plus cette criminalisation de la guerre, n'est pas un petit peu hypocrite de la part, des pays occidentaux? Puisque en fait dans la pensée, du droit international démocratique libéral, la guerre est condamnée d'une manière générale, mais elle ressurgit, requalifiée, comme vous l'avez dit, en opération de police, de maintien de la paix, non, ou même d'intervention humanitaire. Il faut bien comprendre que le nouveau droit international américano-onusien finalement a moins tourné le dos à la guerre qu'elle n'a imposé invariablement qu'un seul et unique vainqueur. Le vainqueur, c'est le combattant des droits de l'homme. Et corollairement, le seul et unique vaincu, s'étant par définition rendu ennemi de ces mêmes droits de l'homme, doit être retranché de l'humanité. Souvenez-vous de ce que disait Carl Schmitt, paraphrasant Proudhon, qui dit humanité veut tromper. Au nom d'un universalisme sentimental et irénique, la guerre n'est plus, selon le fameux mot de Clausewitz, la continuation des relations politiques par d'autres moyens, mais un état perpétuel et endémique de guerre sourde et latente qui tente d'évacuer le politique, lieu de conflit par excellence, que ces conflits soient d'ordre démocratique ou guerrier, ce, paradoxalement, au nom d'un pacifisme hargneux et irrationnel du refus de la guerre. Or, en recusant la guerre, l'on condamne inévitablement la paix. La situation actuelle, au cœur du continent européen, en atteste. Parce que la guerre y est considérée comme odieuse, elle est qualifiée de crime. Cette pénalisation ne pouvant que susciter la réprobation, et donc appeler la plus ferme des condamnations. Bref, on voit que plus de 70 ans après la Seconde Guerre mondiale et les procès de Nuremberg, le Jus Publicum Europeum défendu par Schmitt est définitivement enterré. Merci beaucoup Aristide Lecade pour ces éclairages et à très bientôt j'espère. Merci à vous.